Hier soir. J'espère aussi que toute la journée d'hier vous a apporté des réflexions sur comment intervenir par rapport à cette problématique-là. Alors, ce matin, je vais faire un petit retour un petit peu très rapide sur la journée d'hier, sur tout ce qui s'est dit, les discussions qui ont eu lieu hier, ainsi que sur les ateliers et un peu ce qui ressortait des ateliers. Ce matin, donc hier, on a parlé de tout ce qui est au niveau de la recherche-action. Qu'est-ce qui s'était passé depuis les 4-5 dernières années au niveau de la recherche, les projets qui ont été mis en place. On a parlé on a eu la présentation des centres jeunesse aussi qui nous ont expliqué un petit peu les changements qu'ils ont apportés, les modifications et la réflexion qu'ils ont eue par rapport à cette problématique-là. On a aussi eu l'axe intervention policière avec Heather qui vient de Regina et Louise et Anne aussi qui nous ont expliqué un peu comment est-ce que le SPVM agissait maintenant par rapport à cette problématique-là. On a également eu la présentation de Yasmine et de Rajveer, ainsi que celle du bouclier d'Athéna, pour voir aussi qu'est-ce qui se passait au niveau des communautés ethnoculturelles, qu'est-ce qu'on pouvait faire en matière de prévention et de sensibilisation à la violence basée sur l'honneur. Et hier, donc, dans les ateliers, vous avez eu une discussion de cas. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, que ça a suscité quand même beaucoup d'intérêt. On vous a remis la grille aussi. Et j'ai eu une nuit un petit peu compliquée cette nuit à cause de ce qui se passe ici. Donc, j'ai essayé de relire toutes les notes que j'avais ce matin. Et je dirais les points vraiment qui ressortent, c'est qu'effectivement, un outil comme vous avez eu, quelque chose d'utile, quelque chose qui permet de mieux comprendre aussi, mais vous avez déjà beaucoup de connaissances par rapport à cette problématique-là. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. C'est sûr qu'une grille comme celle qui vous a été présentée permet peut-être de faire un éventail, permet d'avoir un éventail de questions par rapport à cette problématique-là. Qu'est-ce qui ressort beaucoup par rapport à la situation de la jeune fille? On sent que Kiran, le cas d'hier, ce qu'on ressent, c'est que c'est une jeune fille qui se sent vraiment prise au piège. On a l'impression qu'elle n'a pas d'option, qu'elle ne sait pas où aller, qu'elle ne sait pas quoi faire, et que l'intervenante scolaire aussi est vraiment prise au dépourvu. Et ça pose toute la question de qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où ces jeunes filles sortent de leur famille, à partir du moment où elles quittent le milieu familial. Et ça, on se rend compte que c'est un enjeu parce qu'on se rend compte que les ressources pour ces jeunes filles-là, souvent, elles ne sont pas prêtes. À 18 ans, 19 ans, elles ont grandi dans un environnement très structuré. Et leur parler d'émancipation, c'est extrêmement tôt pour ces jeunes filles-là. Donc, il y avait cette préoccupation-là. Qu'est-ce qu'on fait pour recréer ce réseau-là que finalement, en partant, elles vont perdre, recréer ce réseau familial, ce réseau communautaire qu'elles vont devoir abandonner en quittant leur famille. Ce qu'on a vu aussi, c'était au niveau de la structure familiale. Donc, ça posait toute la question au niveau des parents, donc plus spécifiquement dans les familles immigrantes, tout ce qui était dans leur processus d'intégration. Et on se dit que là, il y a aussi énormément de travail à faire. Donc, il y a, encore une fois, Madeleine le proposait hier, il y a une synthèse qui a été faite par rapport à tous ces besoins qui avaient été identifiés par des intervenants. Donc, encore une fois, les présentations que vous avez vues hier et les présentations d'aujourd'hui, si vous avez donné votre adresse de courriel, on va toutes vous les faire parvenir par courriel. C'est garanti. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ces informations-là aussi. Un des grands questionnements, et ça, je pense que ça ressortait aussi de la part beaucoup des intervenants jeunesse, comment est-ce qu'on fait la distinction entre un cas vraiment de violence basée sur l'honneur et un conflit intergénérationnel dans une famille. Quand c'est une jeune fille qui veut s'émanciper, se met vraiment en opposition par rapport à ses parents, puis pourrait être dans une tentative de manipulation par rapport à des intervenants, etc. Puis ça questionne aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour repérer ça ?
Ce qu'on sent au niveau de l'intervention, beaucoup, c'est que les intervenants scolaires, là on parlait de Kiran, souvent les intervenants scolaires, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à porter sur leurs épaules avec ces jeunes filles-là, puis on se rend compte que ce n'est pas une intervention qui se fait du jour au lendemain, c'est une intervention qui est graduelle au fur et à mesure que la jeune fille accepte de s'ouvrir, accepte de parler. Donc il y a toute cette relation de confiance-là entre l'intervenante scolaire et la jeune fille, mais il y a toute cette difficulté pour l'intervenante scolaire de pouvoir, je dirais, se positionner par rapport à ça et pour pouvoir accompagner la jeune fille. Donc, ce que ça met en lumière, ce que ça fait vraiment ressortir, c'est la nécessité de travailler avec les intervenants scolaires, de mieux créer ces partenariats-là avec les centres jeunesse aussi, quand il s'agit de jeunes filles en bas de 18 ans particulièrement, pour pouvoir accompagner au niveau de l'intervention. Et justement, un peu plus tard dans la matinée, on va faire une mise en situation, une intervention concertée où des gens des centres jeunesse, des personnes du milieu scolaire, de la police, des maisons d'hébergement vont être présents, puis on va présenter ça pour voir un petit peu comment est-ce que ça pourrait se passer. Chose importante, il n'y a pas une seule manière d'intervenir, il n'y a pas une seule façon de faire. Et ça ressortait beaucoup sur quel est le cheminement général ou le cheminement qu'on devrait suivre. Mais il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Et ça nécessite de bien connaître les partenaires. Et ça, c'était je pense, un des enjeux qui ressortait aussi, c'est la nécessité de mieux savoir qui fait quoi et comment et quand. Et je dirais que la TCRI, avec le guide qu'ils ont élaboré, ça permet d'avoir une idée particulièrement à Montréal et en région, Yasmina l'a présenté hier, de voir un petit peu comment est-ce que les choses sont en train de s'articuler au niveau de tout ce qui est les ressources d'aide, etc. etc. On se rend compte aussi beaucoup, et je pense que toute personne qui travaille avec des victimes, on le sait, on est face à des femmes qui ne connaissent absolument pas leurs options. Et on sait qu'une de nos premières interventions, ou en tout cas la manière dont on va guider nos interventions, ça va vraiment être de leur donner le plus d'informations possible pour qu'elles soient en mesure de faire leur choix aussi. Et ça implique également une meilleure connaissance de leurs droits, une meilleure connaissance de leurs ressources. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi tout ce qui était au niveau de la fratrie. Donc, on se questionnait comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité des frères et sœurs, parce que là, c'est sûr qu'on a dans l'intervention, on avait des éléments de compréhension par rapport à la dynamique et la structure familiale. Et c'est sûr que là, il y a des questionnements sur comment est-ce qu'on peut protéger les frères et les sœurs. Est-ce que les inquiétudes de Kiran sont des inquiétudes valides? Comment est-ce qu'on va aller valider ces inquiétudes-là? Donc c'est ça. Et il y avait donc les choses qui étaient très intéressantes aussi. Les choses qui ressortent, c'est qu'il faut absolument travailler avec le milieu scolaire. Il faut absolument créer des ponts. Il faut absolument que ces personnes-là, qui sont les premières portes d'entrée finalement, surtout au niveau des écoles, soient mieux formées et qu'il y ait vraiment une alliance qui se crée entre les partenaires scolaires et les différentes ressources d'aide. Il y avait une question: que peut faire la police aussi quand on n'a pas un crime qui a été commis, quand on ne fait que suspecter quelque chose? Quelles sont les modalités d'action? Comment est-ce que la police peut intervenir pour contribuer à, je dirais, l'établissement de ce filet de sécurité? Les milieux d'accueil. Et enfin, il y avait toute cette question, à partir du moment où les jeunes filles sont parties, à partir du moment où elles ont quitté leur famille, mieux travailler sur les milieux d'accueil, mieux travailler avec les familles d'accueil, les centres jeunesse, etc., pour leur permettre de se recréer un milieu de vie aussi. Et j'ai vu une suggestion que j'ai trouvée géniale, et là je lance la balle aux policières du SPVM qui sont en contact avec l'aéroport d'Orval. Quelqu'un a dit: est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aux douanes un message qui dit: est-ce que vous vous sentez menacé? Et j'ai trouvé que c'était une très très belle suggestion. Alors, prochaine communication qui pourrait se faire avec les autorités à l'aéroport, ça pourrait être quelque chose, une suggestion à faire, parce qu'effectivement, on le sait, il y a des jeunes filles qui, quand elles n'ont plus aucun moyen, elles sont
dans la voiture, elles arrivent à l'aéroport. Alors, on a parlé hier de la pièce de métal, du couvert ou d'un morceau de métal dans les sous-vêtements sur elle, etc., pour que ça sonne, pour qu'elle puisse dire aux autorités « je ne veux pas quitter, je ne veux pas partir ». Mais est-ce qu'on pourrait, du côté des autorités, peut-être avoir quelque chose qui pourrait leur dire « si vous vous sentez menacé, vous pouvez venir nous voir ». Donc, je trouvais que c'était une très, très belle suggestion. Alors voilà, ça résume pas mal, oui. Bon, alors vous voyez, le SPVM est là et prêt à agir et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire et je vous dirais que un des objectifs de ce colloque-là, c'était vraiment de nous montrer à nous tous notre capacité à travailler ensemble, à mettre en place justement, parce qu'on s'est senti, je pense, tellement dépourvus, on se sent tellement dépourvus dans ce type d'intervention que d'avoir des moments comme ça où on se dit on est capable de travailler ensemble, on est capable d'élaborer des pistes d'action, des pistes de solutions ensemble. Mais ça, c'est un des objectifs de ce colloque aujourd'hui et hier. Donc là, ce matin, on va avoir une présentation sur le mariage forcé au Québec. On le sait, c'est une problématique qui est très liée à la problématique de la violence basée sur l'honneur. Donc on va avoir une présentation de Madeleine Lambollet qui va changer de chapeau aujourd'hui. Par la suite, on va avoir une présentation de Habib El-Haj, il est là, il est juste devant moi, qui va nous parler un peu de l'intervention dans le milieu collégial. On aurait dû normalement avoir, quelqu'un de l'école Lavoie. Malheureusement, avec le contexte actuel, c'est très difficile d'avoir des personnes du milieu scolaire, du milieu secondaire. Ils sont en train d'essayer de maintenir la structure qui est en train de s'effondrer. Donc, il y a du monde qui aurait dû être présent, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Mais Habib va vous parler de l'intervention au niveau collégial. Et ensuite, on va justement, quand on parle de partenariat, quand on parle d'intervention concertée, on va faire une mise en situation avec plusieurs intervenants qui vont travailler autour d'une même mise en situation. Donc, un petit peu ce que vous avez commencé hier avec, comment est-ce qu'on est capable de lire une situation de violence basée sur l'honneur. Aujourd'hui, on va faire la partie intervention. Donc, bonjour à tous, c'est encore moi, j'espère que vous n'êtes pas tannés de me voir, mais vu hier après-midi aussi dans les ateliers. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, donc je change vraiment de chapeau aujourd'hui, je vais faire vraiment ma présentation en tant que doctorante à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le mariage forcé de femmes immigrantes au Québec. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la présentation vraiment de mes résultats, quelques-uns des résultats qui sont ressortis. Et j'en ai vraiment sélectionné pour faire en sorte aussi de coller avec la présentation notamment de la grille qu'on a eue hier, mais aussi l'autre outil mystère qui va être dévoilé un petit peu plus tard dans la matinée. Donc, premièrement, le mariage forcé, je pense que ça va être plus un rappel pour vous. On a abordé plusieurs éléments durant ces 2 jours. Certains d'entre vous sont déjà sensibilisés ou voire même formés. Donc, le mariage forcé, pratique culturelle qui est encore méconnue, peu répertoriée. On sait qu'il y a très peu de données quantitatives sur le sujet. D'ampleur mondiale, on l'a vu, ça touche plusieurs communautés dans plusieurs pays. C'est une pratique qui a lieu vraiment dans tous les pays du monde, qui est condamnée par toutes les religions. On a tendance à stigmatiser certaines communautés, certaines religions, alors que ça ne devrait pas être le cas. Je vous rappelle aussi ici, dans les années 60, c'est des pratiques qui avaient lieu aussi au Québec. Et on retrouve le même genre de pratiques, notamment dans les sectes. Je pense notamment aux Mormons, plus dans l'Ouest canadien. Et plus globalement, ça s'intègre vraiment dans un contexte d'inégalité des sexes et de violence basée sur l'honneur patriarcal.
C'est une pratique, le mariage forcé, qui, même si ce n'est pas condamné par nos lois, que ce soit civiles ou criminelles, est condamné par les conventions internationales comme étant une violation des droits de la personne et une violence surtout à l'égard des femmes. Même si c'est une pratique qui est, dont les hommes peuvent être concernés par cette pratique-là, mais on sait que la grande majorité des victimes touchées par un mariage forcé restent les femmes. C'est à peu près une proportion, je dirais 80% de femmes, 20% d'hommes, à peu près, grosso modo, plus ou moins 80 et plus ou moins 20%. Le mariage forcé est une préoccupation aussi des acteurs sur le terrain. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a une préoccupation de vos milieux de pratique. Et cette recherche, on a voulu vraiment la comprendre à partir de ce qu'on appelle un cadre théorique vraiment intersectionnel, afin d'aller repérer des éléments, de distinguer des indices qui peuvent laisser présager un danger potentiel ou un risque de mariage forcé. Et cette approche-là nous a permis de faire ce travail-là. Rapidement, la méthodologie que j'ai utilisée, cette recherche a été un travail de longue haleine. C'est un terrain qui a duré 3 ans. Parce que beaucoup de problèmes de recrutement, c'est une recherche que j'ai commencée en 2007. Donc bien avant l'affaire Chafia, quand je suis arrivée sur le terrain, il y avait beaucoup moins de sensibilisation des acteurs qu'actuellement. Beaucoup de déni aussi. Non, ça n'existe pas. Donc, le recrutement, que ce soit des femmes, mais des intervenants aussi, a été une opération très, à la fois délicate, mais aussi parfois très complexe, parce que les femmes que j'ai rencontrées, ces femmes-là, ne parlaient ni l'anglais ni le français pour la grande majorité. Et c'est une intervenante qui m'a servi en fait de traductrice. À titre indicatif, j'ai inscrit les pays d'origine, mais je tiens à souligner que ce n'est pas seulement ces pays-là qui sont concernés. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une problématique d'ampleur mondiale. La définition, donc ça c'est une définition vraiment qu'on a faite à partir des résultats de la recherche, de ce qui est ressorti de nos analyses. Un mariage forcé est un mariage où l'une des parties ou les deux ne peuvent pas ou n'ont pas la capacité de donner un consentement libre et éclairé à l'acte de mariage du fait de pression et d'abus exercés à leur encontre pour les inciter à se marier. Donc là, je vais vraiment attirer votre attention sur ne peuvent pas ou n'ont pas non plus la capacité de donner un consentement libre et éclairé, le fait que ça puisse être des abus, mais que ça puisse être aussi des pressions, et pour les inciter à se marier. Les femmes que j'ai rencontrées n'avaient pas un couteau sous la gorge pour se marier. Ça a été parfois un long travail de pression de plusieurs années, des familles qui finalement, par un petit peu ras-le-bol, ont fini par consentir, entre guillemets, pour que les pressions, notamment psychologiques, finissent par s'arrêter. Bien qu'elle ne soit pas exclue, la force physique, que ce soit des voies de fait, séquestration, etc., n'est pas un élément nécessaire du mariage forcé. D'autres formes de contraintes peuvent être présentes, qu'elles soient de nature psychologique, et là on pense à la menace, intimidation, chantage affectif, dépression, familiale et sociale par rapport au tout, à toute la question du contrôle social et sexuel des filles, le contrôle aussi qu'on a vu excessif, des conditions migratoires qui est lié au statut. On va peut-être dans certains cas utiliser le mariage forcé pour pouvoir perpétuer le cycle migratoire de personnes restées dans le pays d'origine, par exemple. Économique en cas de dette ou de dot ou de remboursement d'une dette. Bref, c'est un ensemble vraiment de contraintes qui vont se prolonger aussi durant le mariage. Donc les contraintes vont avoir lieu avant le mariage pour inciter la jeune fille à se marier.
vont avoir lieu aussi pendant le mariage pour l'inciter à rester dans ce mariage-là, et peuvent même avoir ces contraintes, peuvent même avoir lieu après le mariage parce que on veut l'empêcher de divorcer, lui mettre toutes sortes d'embûches pour éviter qu'elle s'enfuit. Le mariage forcé inclut le mariage précoce, mais est distinct du mariage arrangé. La distinction que l'on fait, c'est que le mariage arrangé, on est libre d'y entrer et on est libre aussi d'en sortir. Je pense que c'est là aussi le point important. Un mariage, on l'a dit hier, tous les mariages forcés sont arrangés, mais pas tous les mariages tous les mariages arrangés sont forcés, excusez-moi. Donc, ça va vraiment être dans la notion de toute façon, entre mariage arrangé et forcé, vous l'aurez bien compris, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et il y a une zone grise entre mariage arrangé et mariage forcé. Je fais beaucoup de bruit, excusez. Au niveau des conséquences qui découlent du mariage, d'un mariage forcé, elles s'associent généralement de ce qui est vraiment ressorti avec les femmes que j'ai rencontrées à une forme de violence familiale et conjugale. On retrouve des formes de violence physique, psychologique, bien sûr, du viol conjugal, mais aussi ça peut aller jusqu'à l'exploitation domestique. Et ces conséquences vont vraiment donner lieu à une santé physique. On parle de grossesse forcée, mais aussi des femmes qui deviennent diabétiques parce qu'à force de rester à la maison, il y a des femmes qui ont développé des formes de diabète. Et ou psychologique, notamment on pense à une dépression certaine, voire même dépression avancée qui peut entraîner parfois des tentatives de suicide. Un profond isolement social, rejet par la communauté et ou par la famille. Et je vous dirais que pour les femmes, c'est une des conséquences parfois les plus difficiles à vivre, ce rejet de la communauté, ne plus manger dans le même plat que le reste de la famille est quelque chose de très important et de très difficile pour ces jeunes femmes-là. Ça entraîne également, vous l'aurez compris, un statut précaire du fait d'un statut précaire déjà migratoire, mais aussi qui peuvent les mettre dans une grande dépendance économique puisqu'elles sont dépendantes souvent financièrement, que ce soit du mari, de la famille ou même de la belle-famille. Nos analyses montrent ce que l'on trouve en partie aussi dans les écrits. Le mariage forcé est une forme de violence spécifique qui se caractérise, et c'est ce qui va le distinguer de la violence conjugale et familiale telle qu'elle est définie en principe. On va trouver des agresseurs multiples. L'agresseur n'est pas seulement le mari, mais dans les cas de mariage forcé, l'agresseur peut être la famille, la belle-famille, voire même la communauté élargie et la communauté et la famille élargie. On remarque un continuum des violences. Je vous l'ai dit, la violence commence avant, pendant et voire après le mariage. La violence qui est subie pendant le mariage ne suit pas le cycle de la violence conjugale que l'on peut dire plus classique, où on retrouve les phases de tension, de crise de justification et de lune de miel. Il n'y a pas de justification ni de lune de miel qui apparaît dans ce cycle de violence-là. C'est beaucoup juste la tension et la crise. Et, excusez-moi, une vulnérabilité, bien sûr, vous l'aurez compris, exacerbée du fait de la barrière de la langue, la précarité économique, migratoire, etc. Donc finalement, c'est une interrelation surtout complexe de vulnérabilité et d'oppression multiple. On voit différentes composantes identitaires.
comme par exemple le genre, on l'a vu, c'est la plupart des femmes qui sont concernées par cette problématique. L'ethnie et le statut social, les familles arrangent les mariages avec des personnes de la même origine, même religion, parfois même la personne doit se trouver dans le même village. On parle vraiment de mariages qui doivent être endogames, de statut social identique ou supérieur. L'âge aussi prend une grande part d'importance. Pourquoi? Moi, des femmes que j'ai rencontrées, la plupart étaient beaucoup plus jeunes que leur mari. On parle en moyenne d'un écart de 10 ans entre les époux. Pourquoi on privilégie des femmes beaucoup plus jeunes? Prétendument, ça garantit la virginité de ces jeunes filles-là. Et ça vient aussi remettre en question leur scolarité, ce qui fait aussi qu'elles sont encore plus vulnérables à la violence. Donc l'éducation, la position sociale, statut migratoire, on en a parlé, la langue, les valeurs, les croyances, tout ça vont jouer un rôle important dans les mariages forcés. Ces composantes identitaires vont s'ajouter vraiment à différents systèmes d'oppression dans lesquels elles peuvent se retrouver. On parle de contexte social, politique, économique, spirituel, dans lequel elle vit. Tout ça peut jouer sur l'identité de la personne. Et des systèmes comme le patriarcat, l'hétérosexisme, le capitalisme, suprématie blanche, agisme, tout ça interrelié va créer vraiment une zone, un contexte de vulnérabilité, vraiment exacerbé. À partir de ce cadre, de cette intersectionnalité entre les composantes identitaires, mais aussi les systèmes d'oppression, ça nous a permis de repérer des indices, ce qu'on a appelé aussi indices d'un mauvais présage. Et là, vous allez voir, on va retrouver les éléments que l'on a vus hier par rapport à la grille d'indicateurs. Donc là, je vais enfoncer le clou par rapport à ce qu'on a vu dans la grille, puisque ces indices peuvent être liés à la dynamique familiale, qui joue vraiment un rôle prépondérant dans les mariages forcés. Toute la famille va être active dans l'arrangement du mariage. Les femmes aussi jouent un certain rôle dans l'arrangement de ces mariages, puisqu'elles sont responsables du bon fonctionnement de la vie familiale. Et une jeune fille menacée d'un mariage forcé que j'ai rencontrée me disait: quand je vais à l'école le matin, ils savent que ça me prend 45 minutes. Dès que l'école est terminée, si j'ai 3 minutes de retard, ils me demandent: qu'est-ce que tu as fait? Où t'étais? Quand je vais à l'extérieur, je suis toujours accompagnée de ma mère ou de ma sœur. Il y a vraiment un contrôle très, très strict des allées et venues, un important contrôle de la vie sociale et sexuelle de ces femmes. Et pour éviter, bien sûr, tout écart de conduite, que ça soit, on est vraiment dans même la perception, que cette perception soit réelle ou supposée. Il faut éviter de partir une quelconque rumeur qui pourrait mettre la jeune fille en danger. Les différentes formes maintenant de violence et de menaces, on en a vu beaucoup. Si l'on reprend la grille, on a parlé de formes de violence physique, psychologique, sexuelle, même parfois spirituelle. Moi, ce qui est vraiment ressorti dans ma thèse, c'était vraiment un usage de la violence psychologique qui ressortait vraiment beaucoup plus que les autres formes de violence. C'est vraiment une violence qui est vraiment subtile et pernicieuse et qui doit être inclus dans tout un contexte de vie et d'éducation aussi des femmes. Un informateur clé que j'ai rencontré expliquait
avec tout ce qu'elles, donc ces filles, ont vu, des fois, les parents n'ont pas vraiment besoin de convaincre très longtemps. Regarde ce qui est arrivé à ta sœur, ben, ça risque de t'arriver à toi aussi. C'est toutes des formes de manipulation qui sont présentes et les filles n'ont pas besoin de se le faire dire directement. Elles vont savoir ce qu'elles doivent faire. Camille, une jeune fille menacée d'un mariage forcé, la même chose est arrivée avec mon frère, mes sœurs, alors la même chose va arriver avec moi. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je n'ai pas le choix. Donc c'est vraiment de vous montrer à quel point la pression est grande et cette pression vient un petit peu de toutes parts. On va instaurer un climat de peur, voire de terreur autour de ces filles pour les forcer à consentir et à rester dans ce mariage-là. Le cheminement de la victime, on l'a vu aussi hier, ça reste un chemin qui est vraiment parsemé d'embûches. Elles doivent faire face à des barrières personnelles, à des barrières culturelles, voire même institutionnelles, qui sont multiples et cumulatives. Et il faut savoir que le mariage a vraiment un caractère qui est sacré et que parfois le divorce n'est pas nécessairement une option pour elles, puisque le sort qui est réservé parfois aux femmes divorcées est encore pire que le mariage qu'elles sont en train de subir. Donc ça veut dire sortir de la communauté, ne plus aller faire son épicerie là où on avait l'habitude d'aller. Ça veut dire entendre parler de soi par beaucoup de membres de la communauté, et la communauté est beaucoup plus grande, ne se limite pas qu'à un quartier, mais ça peut être une ville, voire parfois même un pays. Donc ces femmes-là sont vraiment plongées dans un isolement qui est vraiment renforcé du fait, on en a parlé aussi tout au long de ce colloque, de la barrière de la langue, des particularités de leur parcours migratoire, mais aussi par rapport au sentiment de honte, la peur des représailles et de culpabilité. Tout ça, c'est accentué par leur vulnérabilité et leur précarité économique, et aussi leur méfiance de ces femmes aux conséquences légales que ça peut avoir, aux conséquences sociales et migratoires qu'elles doivent appréhender de leur plainte. Maintenant, l'intervention, elle pose un défi. Et ce défi, il est vraiment multiple. Premièrement, il faut que ces femmes veuillent et puissent signaler et dénoncer leur situation. Il faut que les intervenants soient suffisamment outillés pour dépister la problématique. Ça, je pense qu'on y est partiellement parvenu avec le colloque. Des outils sont en train de se mettre en place. Travail de concertation entre les milieux de pratique est en train de se faire. Une fois identifié comment intervenir, ça, je vais laisser la place à l'axe sur le travail de concertation qu'il va y avoir un peu plus tard dans la matinée. Et finalement, s'agit-il d'adapter les services qui existent ou plutôt d'envisager une intervention spécifique? Je pense qu'il faut vraiment renforcer les structures d'accueil, d'hébergement et les adapter. C'est vraiment impératif. On l'a vu, c'est une problématique particulière qui a donc toutes sortes, qui est différente de ce qu'on peut connaître de la violence conjugale et familiale. La priorité, c'est vraiment la sécurité des victimes. Il faut assurer une cohérence et une continuité dans les services qui sont fournis à ces femmes-là en adoptant vraiment une approche qui est intégrée. Donc le travail de concertation qui est en train de se mettre en place est selon moi vraiment essentiel. Et il faut pouvoir aussi offrir à ces femmes un accès à un encadrement serré mais aussi continu. Parce qu'une fois qu'elles ont libéré la parole, il faut vraiment leur offrir cet accompagnement, cette sécurité, et tout en respectant les principes d'une intervention interculturelle.
D'autres pistes sont aussi à prendre en considération. Bien sûr, il ne faut pas oublier de prévenir et sensibiliser. Ça, c'est un travail qui est en cours avec la formation des intervenants, qu'ils soient communautaires, sociaux, judiciaires et des policiers. Un travail de concertation également qui a commencé et un travail de coordination avec un plan d'action national et global pour avoir vraiment une approche intégrée de la problématique. Faire de la sensibilisation dans les quartiers pour changer les mentalités. Et il y aurait aussi on peut multiplier les actions de prévention et de sensibilisation. Il faut également dépister. Pour cela, il faut avoir une définition qui est commune et généralement reconnue pour nommer le phénomène. Mettre au point une grille de dépistage. On a commencé avec une grille d'indicateurs, donc on fait un travail qui va vraiment dans le bon sens. Il faut absolument répertorier tous les actes de violence, documenter au maximum la problématique quand vous êtes face à la personne, et respecter le facteur temps qui est important dans les mariages forcés. On l'a vu, ça peut prendre 2-3 années pour créer le lien créer ce fameux lien de confiance. Et on l'a soulevé également hier, c'est des jeunes femmes qui sont ambivalentes par rapport à ça. Donc il faut vraiment respecter à la fois leur rythme mais aussi leurs besoins. Je ne sais pas si j'ai le temps, j'ai vu qu'il me restait 5 minutes, mais il y a toute la question de une minute, il y a toute la question de la criminalisation. Je n'ai pas le temps de vous en parler. J'ai publié un article sur la criminalisation des mariages forcés. Est-ce que c'est une solution qui est disponible dans la revue de criminologie? Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner les références tout à l'heure. Je vais passer et je vais conclure. L'intervention doit donc s'adapter au cas par cas, aux multiples besoins des femmes victimes ou menacées. Il est indispensable de mettre en place des outils de prévention, d'information et d'action. L'éducation des jeunes, une avenue indispensable. C'est un projet, je vous en ai très brièvement parlé, un projet pilote qu'on essaye de mettre en place au CSI actuellement. Très difficile dans l'état actuel des choses avec les coupures budgétaires, sont en situation de crise, mais j'abandonne pas. Ce qu'on a décidé de faire avec le CSI, c'est vraiment d'aborder la question des violences basées sur l'honneur et du mariage forcé dans un contexte plus large de violence dans les relations amoureuses. Donc vraiment, déjà et avant tout, parler de violence avec les jeunes en apportant cette dynamique-là, cette problématique-là un peu plus particulièrement. Il importe de promouvoir, bien sûr, la formation à l'intervention interculturelle aussi auprès des intervenantes. Et enfin, poursuivre la recherche en partenariat avec les milieux de pratique. Et tout ça est déjà en bonne voie. Je vous remercie beaucoup. Un peu de temps pour des questions. Si jamais il y a des personnes qui veulent poser des questions, faire des commentaires sur la présentation de Madeleine. Je sais que Madeleine est souvent très claire et limpide. Hein. Ça, c'est une de ses qualités. Oui, oui, oui. On vous écoute. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu la question est pourquoi est-ce qu'une personne qui a été victime d'un mariage forcé va être rejetée de sa communauté, considérant le fait qu'elle a accepté, ou en tout cas elle est rentrée dans une dynamique voulue par la famille ou la communauté. Même si j'ai rencontré, moi, une des femmes que j'ai rencontrées, c'était vraiment un mariage forcé, elle avait 13 ou 14 ans quand ça s'est produit. Elle a voulu sortir de cette situation-là, et bien que ça soit forcé, les parents en font, je dirais, ou la famille qui vont faire les arrangements en font abstraction. C'est quelque part, ça fait partie, la femme ne s'appartient pas à elle, mais elle appartient à plus largement toute une communauté. Ce qu'elle le fait, elle ne le fait pas pour elle, elle le fait aussi
pour sa communauté. Et remettre en question ce mariage-là, ça voudrait dire aussi remettre en question toutes les valeurs et tout un système de valeurs. Elle doit le faire, c'est son devoir de le faire, et de briser quelque part cette confiance-là, cet honneur-là, parce qu'en faisant ça, elle brise l'honneur de la famille, vient vraiment la mettre en danger. C'est ça. Ben c'est ça. C'est pas tous les pays qui pratiquent la dot. La pratique n'a pas lieu de la même façon, dépendamment des pays, voire des régions de certains pays. Parfois, la dot est versée par la famille de la femme, mais parfois c'est aussi l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, il y a des enjeux financiers qui sont liés au mariage forcé. Et surtout quand la dot est versée par la famille, je dirais, du mari, ben quelque part, j'ai payé pour t'avoir, alors maintenant tu fais ce que je veux. Donc il y a vraiment un enjeu financier qui sont parfois même très importants en lien avec les mariages forcés. Mm-hmm. Une nouvelle dot, exactement. Ouais, dowry death, ouais. Un instant, Yolande, oui. Oui, absolument. Oui, mais pas. Qui peut être rendu, qui peut être fait. Alors, c'est simplement ça. Il ne faut pas généraliser, par exemple. Non, absolument pas. Absolument pas. Et même quand la dot est même parfois criminalisée et interdite, la pratique persiste. Et ce n'est pas une pratique qui est faite par tout le monde. Ça dépend vraiment des pays, et elle ne prend pas nécessairement tout le temps la même forme, et parfois on va pas parler non plus de dot, mais ça va être une dot, on va dire, plus déguisée, si je puis dire. Oui. Juste pour compléter aussi, en fait, si on va un peu dans, je veux dire, le passé ou l'origine, la dot à la base dans certains pays symbolise l'effort que fait, mettons, je vais prendre le cas du conjoint, pour accéder à la famille. C'est comme dans le fond, par exemple, dans certains pays où, on va dire par exemple, il y avait la dot, mais tu donnais, ça pouvait être un coq, ça pouvait être du charbon, mais c'est vraiment l'effort qu'il fait pour prouver, mettons aux parents de la fille, que vous ne donnez pas votre fille à n'importe qui. Je suis un gars travaillant, donc je fais cet effort-là, mais c'est sûr que avec l'arrivée, exactement, ça devient par la suite le marchandage, et finalement la femme ne peut plus dans certains cas trop discuter parce que tu n'as plus droit à la parole parce qu'on a payé. On a payé pour toi. Et parfois ça prend vraiment de grandes proportions. Avant on demandait peut-être justement un coq, une chèvre, mais maintenant avec l'arrivée du commerce, même commerce électronique, on ne va plus demander un coq, une chèvre, on va demander un frigo, un vélo, une voiture, etc. Donc les enjeux financiers sont de plus en plus importants. On parle, par exemple, nous en France, on avait la pratique d'avoir, la fille devait avoir son trousseau, elle apportait son trousseau. Donc il y a, même si on l'appelle différemment, c'est des pratiques
qui reste parfois très ancré. Faut pas se blesser. Non, ouais. J'ai eu un cas où la jeune fille m'a exprimé qu'elle a eu un broker. Un broker dans son pays. Un broker, c'est que maman a engagé quelqu'un qui a présenté 3 mariés. Un broker de gars, moi. Et puis, bon, elle a dû faire son choix dans ces trois-là. Je ne sais pas si vous avez eu des cas similaires. On parle ça dans la littérature, on retrouve la notion de mariage market. Donc, c'est vraiment un marché du mariage où on retrouve toutes des formes possibles. Il y a des sites internet aussi. Et par rapport aux matchmakers, ça existe dans beaucoup de communautés. Ça existe ici aussi, régulièrement, et ça va aussi avec la pratique des mariages arrangés. Donc, Madeleine l'a dit, il y a une distinction importante entre mariage arrangé et mariage forcé. La distinction, c'est le consentement. Il y a des familles, parce que ça fait partie de leur manière d'être, ça fait partie de leur tradition, vont faire appel à des matchmakers pour trouver un candidat ou une candidate ou plusieurs pour leurs enfants, pour s'assurer qu'on va bien les marier, on va leur trouver une personne qui leur correspond, qui va correspondre à la famille, etc. Et dans ces cas-là, on voit il y a des jeunes filles qui sont tout à fait à l'aise. Dans le travail qu'on a fait au Bouclier, on a organisé donc des activités avec plusieurs communautés. Et il y a même une femme un jour qui était présente lors d'une des activités qui était une matchmaker. C'était la personne qui arrangeait les mariages dans sa communauté. Et c'était vu de façon très positive. Et c'est sûr qu'on se questionne par rapport à ça, parce qu'on n'est pas nécessairement habitué, mais si on regarde notre propre pratique d'aller dans une agence de rencontre, c'est quasiment le même principe, sauf que notre famille n'est peut-être pas impliquée. Mais elle va être contente de savoir qu'on va nous trouver un bon match potentiel. Hein. Donc, la distinction est vraiment importante. Et je pense qu'il faut vraiment être vigilant quand on parle de mariage arrangé puis mariage forcé, parce qu'il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir leur mariage arrangé. Il y a des discussions de famille où on se dit, bon, ben, voilà ce qu'on veut, voilà comment est-ce qu'on voudrait que notre futur époux soit, les parents sont d'accord, etc. Bon, on va regarder pour te trouver quelqu'un d'éduqué, etc., qui soit à ton niveau, etc. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça, parce que la ligne est très mince, et la ligne, elle se trace à partir du moment où il y a une absence de consentement. Mais il faut faire effectivement attention. C'est ça, avec une zone grise entre les deux, mais je dirais qu'au préalable, il faut faire très attention aussi aux perceptions qu'on peut avoir par rapport à ce type de mariage-là, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on pratique couramment ici, mais qui est pratiqué ailleurs, et les gens vivent relativement bien avec ça aussi. Donc il faut faire très attention. La ligne se trace à partir du moment où il y a une absence de consentement, ou encore, comme le dit Madeleine, une contrainte au consentement aussi. Et là, il faut pouvoir investiguer aussi. Mais la distinction est importante à faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Alors, merci beaucoup Madeleine pour ta présentation. Je vais appeler Habib maintenant.